Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Pokémon. Alors attention, cette vidéo m'a demandé énormément de recherche, énormément de préparation, que ce soit au niveau de la structuration, mais aussi d'essayer de faire en sorte de banaliser certaines notions qui sont pour autant très complexes, mais dont je n'ai pas trop envie de m'étaler sur les sujets. Donc j'essaye vraiment de rester en surface. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des suggestions, pour continuer à améliorer le contenu, n'hésitez pas. Mais j'ai essayé de faire au mieux pour vous présenter le marché chinois dans sa globalité. Alors pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je compte vraiment sur votre soutien parce que ce genre de vidéo me demande énormément de temps, me rapporte pas grand chose. Vous le savez, la YouTube Money, c'est clairement pas ce qui va me rendre riche. Donc j'espère que vous allez me soutenir. En tout cas, on va déjà commencer par parler de la Chine avant et après parce qu'il y a eu clairement un monde, surtout depuis 1978, mais on va y revenir sur le côté un petit peu historique. Et si je vous parle de tout ça, ça a une importance, c'est parce que quand vous avez envie d'investir votre argent, et c'est aussi ce que je vous conseille de faire de votre côté, c'est d'essayer de vous renseigner un maximum sur la politique, que ce soit d'une entreprise, mais aussi du pays dans lequel son siège est tout simplement installé, mais aussi tous les paramètres, les dirigeants, est-ce qu'il y a des antécédents, enfin voilà, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que l'investissement, c'est pas juste une question de chance, c'est aussi beaucoup de travail et les Warren Buffett ou toutes ces personnes-là qui ont gagné énormément d'argent et qui sont d'ailleurs multimilliardaires, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est clairement parce qu'ils ont passé des soirées, des journées à se renseigner et à justement essayer de comprendre un marché pour pouvoir tout simplement y mettre un petit peu ses billes. Donc ça voilà, c'est vraiment la partie introduction que je voulais vous mettre en avant, c'est que on parle d'investissement, mais l'investissement, c'est pas vraiment une question de hasard, c'est vraiment simplement qu'une question de recherche, et ça dépendra de votre détermination et de votre envie aussi. Bref, du coup, il faut savoir que la Chine, eh bien, elle est aujourd'hui dirigée par concrètement une dictature, qu'on va pas passer par quatre chemins, qu'on appelle plus communément le Parti communiste chinois, donc le PCC, qui a été donc créé en 1921 et qui est au pouvoir depuis 1949. Alors aujourd'hui, il est dirigé par Xi Jinping, voilà, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ce genre de nom, et on est clairement sur un contrôle total. Elle domine la vie politique, économique, sociale du pays, donc toutes les décisions sont prises par un seul et même parti. C'est ce qu'on peut concrètement appeler une dictature, et vous avez d'ailleurs ce logo qui, je pense, vous parle étant donné qu'on l'a déjà énormément vu. Alors pour vous donner un contexte, avant 1978, eh bien, la Chine était dirigée par Mao et qui était marquée par une économie qui était plutôt collectivisée et inefficace. Et par exemple, il y a eu le Grand Bond, donc entre 1958 et 1962, qui avait provoqué une famine, une désorganisation économique. On a aussi eu la révolution culturelle entre 1966 et 1976 qui avait détruit une partie des institutions et ralenti la modernisation. En 1978, il faut bien comprendre que la Chine, elle était pauvre, elle était rurale et elle était concrètement isolée du reste du monde. Ensuite, il y a eu la réforme de Deng Xiaoping qui est donc lancée en 1978 juste après la mort de Mao et qui a totalement transformé la Chine, et ça vous allez le voir, c'est impressionnant, d'une économie qui était un peu planifiée, fermée, agricole et une économie socialiste de marché qui était ouverte et tournée vers l'industrie et le commerce mondial. Pour concrètement vous montrer la différence entre l'avant et l'après Mao, en 1970, le PIB était d'environ 92 milliards de dollars, ce qui représentait moins d'1% du PIB mondial. En 2025, ça représente 18 000 milliards de dollars, soit près de 18% du PIB mondial. On parle d'une multiplication de près de 200 en 55 ans, et le taux moyen annuel est d'environ de 9 à 10% de croissance par an, qui est un rythme exceptionnel et inégalé, étant donné que personne n'est capable de faire ça. Maintenant, la Chine a un énorme pouvoir au vu de sa population, au vu de ses ressources, mais on y reviendra au fur et à mesure. Alors d'ailleurs, petite précision au cas où, le PIB, c'est quand même le produit intérieur brut. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous fait une petite translittération. Et il faut savoir que les États-Unis sont en 2023 les plus imposants avec 27 000, et derrière, c'est la Chine. Alors pour vous donner aussi justement une petite idée de pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dans le marché chinois Pokémon, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, il faut savoir que l'anglais, de toute façon, reste très intéressant. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a environ 25 millions de millionnaires
soit près de 40% du total mondial. Alors attention, et ça c'est une grosse subtilité qu'il faut avoir, quand on parle de millionnaires, milliardaires, ce n'est pas des millions ou des milliards qu'ils ont sur leur compte bancaire, on parle d'actifs. Ça peut être des actions en entreprise, ça peut être des biens immobiliers qui capitalisent une valeur d'1 million. Et il faut savoir par exemple qu'en France, et j'ai été étonnamment surpris, il y a entre 2,8 et 2,9 millions de millionnaires, mais encore une fois, ce n'est pas de l'argent qui est sur un compte bancaire parce que les personnes qui sont généralement extrêmement riches investissent énormément et donc ils ont un patrimoine estimé à tel million, mais ils n'ont pas ça sur leur compte bancaire, sinon ils ne resteraient pas et ne deviendraient pas riches. Alors au deuxième plan, et là c'est une donnée hyper importante, il y a quand même 6 millions de millionnaires en Chine et j'ai lu d'après certaines enquêtes que normalement, au vu de la croissance économique de la Chine avec des grosses entreprises comme Tencent, comme Nvidia, etc., il devrait y avoir normalement 10 à 12 millions de millionnaires d'ici 2030. Alors encore une fois, c'est des chiffres, c'est des estimations, on n'en est pas sûr à 100%. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que, eh bien, aujourd'hui, c'est le pays qui a le deuxième plus grand nombre de millionnaires et surtout, eh bien, ils sont 2 fois plus qu'en France et 2 fois plus aussi qu'au Japon qui se situe entre 2,7 et 34 millions. 3,4 millions, pardon. Alors ensuite, on va parler un petit peu de la démographie parce qu'effectivement, au 14 août 2025, donc c'est le moment où j'avais préparé la vidéo, mais en soi, ça change pas grand-chose. Là, on est le 19 au moment du tournage. Eh bien, elle est estimée à 1,4 milliard d'habitants. C'est-à-dire que si on part sur le principe qu'il y a 8 milliards d'individus courant 2025, eh bien la Chine représente 17% de la population mondiale. Et ça, encore une fois, c'est une donnée importante parce que c'est plus ou moins le nombre de clients potentiels et on va voir pourquoi au fur et à mesure la Chine va être des clients potentiels sur Pokémon. Pour vous donner des comparatifs, toujours avec le français et les japonais, je pars sur ces pays-là parce que c'est les pays entre guillemets qui nous intéressent le plus. On collectionne généralement le japonais, le français et puis on sait que c'est très omniprésent chez nous et c'est souvent aussi les plus représentés parce que en France, on a 80 millions entre guillemets de personnes qui parlent de la langue maternelle français et on a environ 320 millions de personnes dans le monde qui parlent quand même cette langue avec donc une langue apprise qui est énorme. Honnêtement, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que la France, elle est représentée quand même un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique. Il y a d'autres régions aussi où on est présent. Et au niveau du Japon, et c'est là aussi où on voit que Pokémon est ultra puissant parce que ça vient vraiment de là-bas. Parce que si on parle vraiment d'un point de vue démographique, en langue maternelle, il y a à peu près 123 millions, c'est-à-dire 1,5% de la population mondiale qui parle japonais. Et au total, on estime qu'il y a à peu près 130 millions de personnes, c'est-à-dire 1,56% des personnes qui parlent cette langue, sachant qu'il n'y a pas énormément de Japonais qui vivent hors du Japon. Les principaux pays où il se trouve, c'est au Brésil parce qu'il y a eu des histoires par rapport à l'immigration, mais aussi aux États-Unis et puis dans d'autres communautés comme le Canada, le Pérou, la Philippine et un petit peu en Chine. Alors pourquoi est-ce que le chinois est selon moi ultra intéressant dans l'investissement Pokémon? Déjà parce que la collection, c'est vraiment une tradition ancestrale. C'est vrai que depuis des siècles, la Chine cultive un véritable art de la collection, que ce soit au niveau de la porcelaine, du niveau de la calligraphie, au niveau de la peinture, au niveau du jade, la pierre de jade extrêmement populaire. D'ailleurs, ma mère s'appelle Jade, voilà, pour la petite info. Et aussi au niveau des timbres, enfin bref, chaque objet porte en lui une part d'histoire et de culture. Et surtout, eh bien, il y a ce qu'on appelle aussi le prestige des dynasties impériales. C'est vrai qu'à l'époque des empereurs, collectionner des pièces rares n'était pas seulement un plaisir, mais aussi un symbole de statut social et de raffinement intellectuel. Pour vous dire, encore à l'heure d'aujourd'hui, et d'ailleurs ça je sais que ça ne se dit pas, en tout cas encore aujourd'hui, en Chine, collectionner des œuvres, c'est vraiment un signe de richesse, c'est extrêmement valorisé pour justement ce pays-là. Et donc ça nous montre bel et bien que Pokémon va au fur et à mesure prendre de la place et vous allez le voir pourquoi. Parce que aujourd'hui, eh bien, on a une valeur d'investissement moderne. C'est-à-dire que eh bien, cette culture, elle perdure et les objets de collection, c'est pas seulement prisé aussi pour leur beauté, mais c'est aussi vu comme une alternative sérieuse à l'immobilier et au marché financier. Les Chinois considèrent qu'aujourd'hui, il vaut mieux investir son argent justement dans les objets de collection plutôt que dans l'IMO ou dans les marchés financiers. Et surtout, c'est la nouvelle génération qui est en tête. Et en fait, ce renouveau, il est vraiment porté par la génération Z et les millénais. Donc en 2021, ça représentait
déjà plus de 60% des acheteurs de jouets de collection et leur motivation principale, c'était vraiment l'esthétisme des pièces, la nostalgie de l'enfance, mais aussi le lien profond qu'ils tissent avec ces objets. Et pour finir, le marché chinois des objets de collection en 2024, c'est quand même 23,3 milliards de dollars avec une projection, donc encore une fois, c'est une statistique estimée à 34 milliards en 2030. Et juste le segment des jouets à collectionner, il est sur une croissance annuelle de plus 35%, rendez-vous bien compte, ce qui représente quand même plus de 150 milliards RMB, pardon, donc ça fait entre 20 et 22 milliards de dollars. Alors l'histoire de Pokémon en Chine, elle est compliquée. C'est vrai que Pokémon, on le sait, apparaît en 1996 avec les jeux rouge et vert au Japon et ça devient très rapidement un phénomène mondial. Chez nous, ça commence à se commercialiser plus ou moins dans les années fin des années 2000 en 1999. Mais au vu du régime politique chinois, eh bien c'était très compliqué. Et puis il y a aussi eu beaucoup de tensions avec le Japon, hein, vous le savez. Mais en fait, les jeux vidéo étrangers étaient très contrôlés et l'importation de consoles était quasiment interdite jusqu'en 2015, ce qui rendait très difficile d'accès aux jeux Pokémon. Et donc le résultat de tout ça, c'est que dans les années 90 et 2000, Pokémon circulait quand même beaucoup sous forme pirate, c'est-à-dire beaucoup de cartouches contrefaites de Game Boy, beaucoup de diffusions non officielles de l'animé, parfois même rebaptisées et censurées, et une forte présence de produits dérivés non licenciés, c'est-à-dire des produits tout simplement frauduleux, des contrefaçons comme on les appelle dans le milieu. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre avec le marché chinois malgré tout, et ça c'est important, c'est que c'est quand même un marché qui est fragile, déjà par rapport à la censure et les réglementations. L'État chinois contrôle étroitement la diffusion du contenu étranger. Un changement politique peut bloquer ou limiter Pokémon du jour au lendemain. Par exemple, il y a eu l'interdiction de Pokémon Go en 2016. Ensuite, c'est la limite sur les jeux vidéo. C'est vrai que nous, par exemple, on a beaucoup de souvenirs effectivement dans la cour de récréation avec ce classeur qu'on échangeait avec nos potes, etc. Là-bas, et aussi d'ailleurs au niveau des jeux vidéo, on a tous joué à Pokémon jaune, rouge, vert, bleu, enfin les couleurs que vous voulez, de la langue que vous voulez. En tout cas, les jeux vidéo ont vraiment eu un fort impact sur notre nostalgie. Là-bas, le gouvernement, il impose des quotas horaires aux mineurs pour jouer en ligne. Donc, eh ben, effectivement, ça a réduit un petit peu l'accessibilité et leur nostalgie peut-être sur les années à venir. Ensuite, bien sûr, on le sait, la contrefaçon persistante. Malgré l'offre officielle aujourd'hui, on va le voir, il y a 2 TCG chinois, les faux produits eh bien, continuent de circuler. Les jouets, les cartes, les peluches qui nuisent quand même à l'image de la marque. Et surtout, c'est un marché qui est encore jeune. Contrairement aux Japonais ou aux États-Unis ou même en France, Pokémon a bien plus de 25 ans aujourd'hui. En Chine, eh bien, l'ancrage est assez récent. Donc d'ailleurs, pour vous parler de Pokémon concrètement aujourd'hui en Chine, on a 2 du coup TCG. On a le chinois traditionnel qui est principalement destiné à Taïwan et Hong Kong, qui a été introduit dans la fin d'année 2019. Il me semble que c'était en novembre, si je dis pas de bêtises, que j'avais vu pendant les recherches. Et le chinois simplifié, c'est donc une déclinaison voilà, plus facile en gros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 2 chinois totalement différents, mais qui ont quand même des similitudes. Il me semble que c'est un mélange de mandarin avec du canto. Bon, après, j'ai plus trop les termes, j'avoue. Mais en tout cas, lui a vu le jour en 2022, ce qui explique un petit peu le décalage entre les 2 éditions. Alors, il faut savoir que les 2 TCG étaient de base imprimés au Japon et ils étaient exportés. Maintenant, au vu de l'augmentation et de l'engouement, on suppose que de plus en plus de cartes sont imprimées directement en Chine. Donc voilà, ça c'était la petite info. Et d'ailleurs, vous pouvez les distinguer parfois avec des lettres, le C qui veut dire que c'est chinois et le F qui pourrait dire Hong Kong, Taïwan. Maintenant, il y a beaucoup de subtilités. Je voulais consacrer un petit peu plus de temps sur les lettres, mais c'est tellement complexe parce que parfois les lettres c'est des numéros de série, parfois c'est le numéro du pro, enfin du pays. Bon, j'avoue que c'est hyper complexe les lettres, honnêtement. Je ne peux pas y consacrer un numéro parce que moi-même j'ai essayé de faire des recherches et je suis peut-être un peu trop bête, hein, mais j'y comprends que dalle. Donc voilà, pour être honnête, en tout cas, il y a une grosse différenciation qui peut se faire par rapport au fait que les cartes holographiques, V, VMAX et toutes les grosses raretés dans le chinois simplifié a tout simplement des stamps de sécurité et ça, je trouve que c'est super. Honnêtement, ça évite quand même beaucoup les contrefaçons. Donc là, vous pouvez le voir, vous avez le petit Pokémon qui va être mis juste en dessous des numérotations et en plus de ça, vous avez aussi une Pokéball et même sur justement les produits scellés, vous avez parfois une petite étiquette avec des numéros de série, donc ça permet d'avoir une traçabilité du produit et ça, encore une fois, je trouve ça
hyper ingénieux et j'espère qu'à un moment donné, ça arrivera aussi chez nous pour justement contrer un petit peu l'omniprésence des contrefaçons sur le marché. Pour finir, tournage très compliqué. Je vais vous présenter quelques cartes qui selon moi sont ultra intéressantes actuellement à aller choper. Pour vous dire, j'ai quasiment l'intégralité de ces cartes. Il m'en manque encore une ou deux parce que je vous les présente pas toutes parce que ça fera aussi justement d'autres vidéos. Mais vous avez déjà ce Latios et Latias chinois que je trouve exceptionnel. On le sait, les cotes en Europe ont explosé. Sur du PSA 10, on est à 3000, 4000 euros. En français, en anglais, peut-être un petit peu plus cher, un peu moins cher. Je ne les ai pas regardés récemment. En tout cas, par exemple, là, pour un CCC 8, on est à 1600 euros et on peut le voir qu'en loose, en très bon état, on est à 375 euros. Au vu de l'émergence et au vu de toutes les données qu'on a pris en compte par rapport à la Chine, je suis quasiment sûr que cette carte va exploser. Moi, je l'ai acheté. Je sais que même dans le Discord, quelqu'un l'a pris récemment en PSA 10 et qu'il avait payé, je crois, 450 ou 500 euros. Donc, en soi, elle est magnifique. Petite précision d'ailleurs, le dos des cartes chinoises est le même que celui en français. Donc voilà, ça c'était plus pour vous donner la petite info. Ensuite, on a ce Giratina qu'on peut retrouver en PSA 9 pour 200 euros. Sachez qu'en FR, il est quasiment à 700 euros pour la même notation, sachant qu'on est sur du CCC ou PSA. PSA a quand même beaucoup plus de valeur sur le marché secondaire et de reconnaissance. Et de toute façon, quand vous achetez des cartes étrangères, passez par les sociétés de gradation internationale. Faire grader pour moi du chinois chez CCC, ça n'a pas grand intérêt. Parce que si demain, vous voulez revendre ces cartes à un chinois et vous lui dites que la carte a été authentifiée par CCC, croyez-moi qu'il va vous regarder en vous disant j'en ai strictement rien à faire, je ne connais même pas l'existence de cette société et j'en ai un peu rien à faire. Alors je dis CCC, c'est pas pour les dénigrer, ce serait pareil pour Collectora, pour SGF, pour MTG, pour toutes les sociétés. Vraiment, c'est des cartes, même pour moi le japonais, ça n'a pas grand intérêt de le grader en France parce que encore une fois, quand vous achetez, si en vrai le japonais c'est quand même un petit peu plus démocratisé, pourquoi pas pour la collection, aller faire chez du Collectora ou autre, mais en tout cas pour la valeur financière, prioriser le PSA. Pour du français, le PCA, le CCC, ok, ça peut être une alternative parce qu'aujourd'hui il y a de la valorisation. Après, vous connaissez mon point de vue sur la gradation de toute façon. Mais en tout cas, pour les cartes étrangères, passer chez PCA via GCC par exemple, ça justement aide une société française et puis c'est quand même beaucoup plus valorisant. Et la dernière carte, c'est ce Lugia, bien sûr, qui d'ailleurs je l'ai reposté en story sur Insta. N'hésitez pas à venir me rejoindre. J'essaye de, quand je trouve des informations, vous les partager, même vous mettre des petites photos de cartes intéressantes, pas trop chères. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce Lugia qu'on peut retrouver en 10 pour 200 euros. Alors sachez qu'en FR, déjà en PSA 9, on est quasiment à 380, 400, 420 euros. Et là, vous avez la note maximale d'une société de gradation chinoise directement en 10. Donc ça peut être vachement intéressant d'aller retrouver ces cartes-là qui, sans aucun doute, monteront avec le temps. On parle quand même de Pokémon mythiques. Après, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que les Chinois adorent le style kawaii. Donc les évolutions, le Pikachu, le Mew, c'est très intéressant. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec, il me semble, la boîte d'anniversaire des 5 ans du TCG justement traditionnel. Il y a eu une carte Pikachu qui a explosé en termes de code. Je crois qu'elle est partie à 1005 ou 2000 euros en PSA 10. Et puis surtout les dragons aussi, parce que on le sait, là-bas les dragons ont vraiment une importance bien plus grande que chez nous. Nous on aime les dragons parce que c'est joli, parce que c'est majestueux, parce que quand on était petit on nous racontait des histoires dans les contes de fées avec le chevalier qui venait affronter le dragon, voilà. Mais là-bas ça a vraiment une valeur bien plus symbolique et donc d'investir dans des Pokémon qui y ressemblent, comme le Latios, le Latias, comme le Giratina, qui est un dragon un peu maléfique, comme le Lugia, enfin bref, comme toutes ces représentations un peu de dragons, ça peut être ultra intéressant et surtout aussi du Rayquaza, vous vous en doutez bien. Donc voilà les gars, tournage compliqué, j'avoue qu'aujourd'hui j'ai fait 3 tournages parce que là je pars en vacances donc je suis en train de tout finaliser. Je suis mort de fatigue et surtout ça a demandé beaucoup de recherche. Il peut y avoir des erreurs pendant ce genre de vidéo. Encore une fois, je suis pas spécialisé, je vous l'ai dit à l'intro mais je vous le redis en outro parce que c'est ultra important. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore une fois, moi je réponds à tout le monde, j'ai pas forcément raison sur tout. Très loin de là, j'aurais jamais, et même si demain il m'arrivait de devenir un grand youtubeur, de remettre, je me remets perpétuellement en
question et je peux parfaitement comprendre que bah, on n'a pas tous le même avis et surtout qu'il m'arrive de me tromper. L'erreur est humaine. Dieu merci, si j'étais jamais capable de me tromper, je serais quelqu'un d'exceptionnel. Et d'ailleurs, même vous le voyez, quand je débite pendant 15, 20, 25 minutes, mon élocution, elle se dégrade un petit peu au fur et à mesure parce que c'est un exercice qui est bien plus compliqué, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais parfois il faut que tu t'entraînes un peu plus. Franchement, essayez de tourner autant de vidéos que moi et d'arriver à avoir une bonne élocution, au moins, on va dire correcte, pendant 20-25 minutes à débiter solo, sans texte, sans justement petite aide, vous allez voir que c'est vraiment pas si évident. Donc voilà, parfois ça m'arrive de faire des erreurs, j'en suis désolé, je le travaille, comme j'ai dit, je lis des livres, j'essaye vraiment de continuer à renforcer un petit peu tout ça. Mais l'éloquence, c'est un art plus qu'autre chose qui est bah, pas facilement accessible. Donc voilà. Merci à tous. Moi, je suis en vacances au moment où vous visionnez tout ça, mais je compte sur vous pour soutenir la vidéo, pour la booster, pour faire en sorte qu'elle pète. Et bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine petite vidéo, les gars.